Déjà, pour commencer, n'hésitez pas à me faire des retours dans le chat, si jamais je commence à parler trop vite ou si vous m'entendez moins bien pour quelque raison que ce soit, histoire que je puisse corriger le tir. Ou si je parle trop vite, parce que parfois, pris de passion, je peux avoir le rythme verbal qui s'accélère un peu. Ton son est fort. Ah, mon son est fort, mais je sais pas comment je peux baisser mon son. Peut-être, vous baissez un peu le son si c'est possible. Sinon, je vais essayer de chuchoter. Ouais. C'est peut-être le réseau, bref. On va essayer de commencer comme ça et puis si jamais c'est trop gênant, on essaiera de voir comment on peut faire. Alors, pour commencer, cette, OK, si vous voulez, je peux utiliser le micro de l'ordi. On va résoudre ça. Petit problème de micro, je pense, le fait que ce soit déconnecté. Tu on va juste régler ça, on va prendre 1 minute, il y a pas de souci, on a le temps pour ça. Alors, bonjour à tous, là ça devrait être mieux normalement, vous m'entendez bien? Grâce à la réactivité de Simon. OK, génial. Grâce à la réactivité de Simon qui est hyper efficace pour gérer les problèmes techniques. Alors, donc l'idée c'est qu'on arrive sur quelque chose qui soit très, pragmatique et qu'on rentre pas trop dans les détails de théorie économique sur l'inflation et sur le fonctionnement de l'inflation et comment ça fonctionne. Donc on soit très concret sur la gestion d'entreprise. Mais avant tout, on va quand même commencer par vous faire je vais commencer par vous faire un petit récapitulatif de ce que c'est que l'inflation. Et on prendra du temps, des temps un peu spécifiques pour répondre aux questions. Sinon, on risque de passer beaucoup de temps à y répondre et de perdre le fil. Donc déjà, l'inflation, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène d'augmentation des prix qui sont souvent dus à de multiples facteurs. Donc ça peut être une forte augmentation de la demande, quand il y a beaucoup de demandes sur un produit demandé, enfin sur un produit particulier. Une baisse de l'offre sur certains marchés ou alors une perte de la valeur monétaire. Et en fait, en ce moment, c'est un peu ce qu'on peut observer, notamment avec le prix du carburant ou le prix du gaz. C'est-à-dire qu'on a à la fois une augmentation de la, enfin, on a une baisse de l'offre sur certains marchés qui entraîne du coup une augmentation des prix. Pendant le Covid, on avait le cas aussi d'une forte augmentation de la demande en masques qui avait entraîné ce qui faisait que les masques coûtaient beaucoup plus cher que ce qu'ils valaient après. Tout ça pour vous dire que c'est un processus qui peut être de long terme, peut avoir des répercussions sur le long terme. Notamment, par exemple, la Banque de France prévoit un retour à la normale fin 2024. Sachant que ce qui veut dire que ça vaut quand même un peu la peine de s'adapter à l'inflation, en tout cas d'avoir les bons réflexes face à l'inflation. Parce que quand même, même s'il y a eu une petite baisse en début d'année sur de l'inflation, là on est reparti un peu sur des forts taux d'inflation. Bref. On risque d'atteindre du 4-7 d'inflation durant l'année 2023, donc ça peut, très vite, déstabiliser votre activité. J'ai vu qu'il y avait ah oui, je vois mon nom qui est écrit dans le chat, mais c'est parce qu'on a changé d'ordinateur, excellent. Heu, tac, tac, tac. Alors j'ai vu qu'il y avait des questions sur le PowerPoint, a priori, il y aura pas le PowerPoint parce que l'idée,
c'est pas que vous vous concentriez sur le PowerPoint. Le PowerPoint, il a pas d'informations particulières. L'idée, c'est plus de comprendre le raisonnement qu'il va y avoir derrière. Alors, donc on va traiter la question des préférences, hop. Donc une petite question qu'on a déjà vue, enfin que Simon vous a un peu posée, mais là on peut rentrer un peu plus dans le détail. C'est est-ce que vous, dans votre activité professionnelle, ceux qui, se sont déjà lancés, vous avez vu concrètement des évolutions? Et ceux qui ne sont pas lancés, est-ce que c'est quelque chose qui vous freine pour vous lancer dans votre activité? Et enfin qui vous fait peur ou, qui vous fait hésiter à vous lancer? Et ceux qui voient les impacts, est-ce que c'est enfin c'est dans quels sont les impacts que vous voyez un peu dans enfin, quels sont les impacts que vous repérez dans votre activité au quotidien? L'achat d'échantillons pour démarrer la première. Mmh. Pour avoir des achats en baisse, OK. OK, OK, augmentation des matières premières, OK. Ouais. En effet, OK. Bon, bah, je vois qu'en effet, vous sentez ou en tout cas, ça peut vous empêcher de vous lancer concrètement ou alors, ça vous rend pas très serein pour la suite de votre activité. L'idée ici, c'est qu'on voit les bons mécanismes à adopter face à l'inflation, sachant que, mine de rien, l'inflation, ça aura toujours un impact. On n'a pas de baguette magique, on ne peut pas la faire disparaître. Mais il faut vous dire que c'est la même chose pour tout le monde. En fait, tout le monde a de l'inflation et ce qui va faire la différence, c'est la manière dont vous allez gérer l'inflation. Donc pour ça, je vous propose qu'on traite, enfin ça sous plusieurs angles. Le premier, ça va être la gestion financière face à l'inflation. Comment est-ce qu'on pilote correctement son activité? Et la seconde, ça va être, de gérer ses approvisionnements. Parce qu'on avait vu dans le chat tout à l'heure et là, c'est revenu un peu. L'inflation, ça peut entraîner des difficultés d'approvisionnement et des pénuries parfois. Donc là, l'idée, c'est qu'on voit un peu comment on va se prémunir contre ça. Voilà, hop. Et une troisième, c'est en fait, il y a d'autres manières de s'adapter à l'inflation ou de trouver des feintes enfin, pour rester compétitif par rapport à la concurrence et c'est ce qu'on va pouvoir regarder, ensuite. Hop, tac, tac. Donc alors, déjà, le premier impact que vous risquez d'avoir sur votre activité, ça va être, la baisse de la rentabilité de votre activité et ça, c'est dû à un métier. Alors, comme je vous dis, vous aurez pas le PowerPoint, vous aurez accès au replay parce que l'idée, c'est qu'on décrypte les fonctionnements, c'est que vous attachez vraiment au lien logique qu'il y a entre les choses, entre les événements. Donc par exemple, l'inflation, ça entraîne, comme on l'a vu un peu plus tôt, une augmentation des prix. Cette augmentation des prix, oh pardon, excusez-moi, j'ai un petit souci, hop, tac, tac, voilà. J'ai perdu ma souris, hop. Cette augmentation des prix, ça entraîne une augmentation des coûts pour mon entreprise. Mécaniquement, si les produits coûtent plus cher, vous allez devoir dépenser plus pour les acheter. Hop. Si vous dépensez plus pour les acheter, et que vous risquez d'avoir, enfin, vos marges commerciales vont forcément baisser. Mécaniquement, si vous continuez à vendre au même prix et que vos prix de vente augmentent, l'argent qui va vous rester après avoir vendu vos matières premières sera moindre. Donc vos marges commerciales baissent. Hop. Ce qui entraîne du coup une baisse de la rentabilité de votre entreprise. Votre entreprise est mécaniquement moins rentable. Hop. Donc, et ce qui peut entraîner du coup la mise en danger de votre activité, la faillite ou autre. Donc pour faire il y a une autre, donc ça c'est vraiment sur la rentabilité de votre entreprise. Donc c'est l'argent que vous allez pouvoir générer et garder de votre entreprise. Après, il peut y avoir un autre impact de l'inflation. Ça va être l'impact sur votre trésorerie. Mécaniquement, en fait, la trésorerie, c'est-à-dire que vous pouvez gagner de l'argent, votre activité peut être viable, mais vous pouvez vous retrouver temporairement en difficulté parce que vous avez plus d'argent sur le compte en banque. Donc ça, c'est un phénomène qu'on va regarder ensemble aussi. C'est pareil, là, vous avez le prix des matières premières qui a augmenté, donc pour vos achats. Heu, donc ça veut dire que l'argent enfin, si vous avez du stock, pardon, que vous vendez votre stock au prix auquel vous avez prévu de le vendre, bah, enfin, le prix auquel vous avez vendu votre stock vous permettra pas forcément de racheter la même quantité de matières premières qu'avant parce que les prix auront augmenté entre chaque. Tac, tac. Donc ça veut dire que, bah, en effet, même si vous gagnez de l'argent avec votre activité, potentiellement, vous pouvez vous retrouver en difficulté pour racheter votre stock.
Donc face à ça, il va y avoir plusieurs mécanismes que vous pouvez mettre en place. Donc les premiers, c'est il y a plusieurs séries de bonnes pratiques que vous pouvez mettre en place qui font partie qui sont des règles de bonne gestion de votre activité. Ça va être le premier, ça va être de piloter son activité, enfin de garder un œil sur ses comptes. Donc c'est-à-dire enregistrer ses dépenses quelque part, enfin, le prix auquel on a vendu ces produits. Et ça va vous permettre, si vous listez toutes les dépenses mécaniquement, mois après mois, semaine après semaine, vous allez pouvoir voir ce qui augmente. Vous allez pouvoir anticiper les prix et le fait de devoir racheter vos produits. Enfin, en tout cas, vous allez pouvoir augmenter vos prix en conséquence. Pareil pour la gestion de la trésorerie, vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle un plan de trésorerie. On va y revenir un peu après. On va vous présenter ce que c'est un plan de trésorerie. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de planifier vos dépenses pour vous assurer d'avoir toujours de l'argent disponible pour acheter votre, stock, enfin vos matières premières ou alors pour payer le loyer de votre local quand vous avez un local. L'idée, c'est de prévoir et d'anticiper avec le plan de trésorerie. Et enfin, il y a des mesures un peu plus, extraordinaires qu'on peut mettre en place en cas d'inflation, comme par exemple compenser la hausse des prix. Ça, vous avez plusieurs manières de compenser la hausse des prix. Ça peut être, en essayant de baisser vos charges, trouver où est-ce que vous pouvez faire des économies pour rester compétitif par rapport à la concurrence et éviter d'augmenter trop fort vos prix. Vous allez pouvoir indexer vos prix sur l'inflation. Donc ça, c'est pareil, c'est vous constatez que les prix des matières premières augmentent, donc vous augmentez vos prix au fur et à mesure, petit à petit. Ou alors vous pouvez aussi, augmenter vos prix de manière un peu plus forte, mais en essayant de justifier l'augmentation du prix. Quand je dis justifier, c'est pas expliquer au client: «Voilà, désolé, il y a, le prix qui a augmenté», même si ça, c'est intéressant à faire, mais c'est de justifier l'augmentation du prix en proposant un service plus qualitatif. C'est-à-dire que quand on enchérit son offre, par exemple, ça peut être l'occasion de proposer une augmentation de prix, même si la qualité de l'offre qu'on a proposée, enfin l'amélioration n'est pas à la hauteur de l'augmentation du prix. Mais ça peut permettre de faire passer de proposer au client une prestation, enfin mieux passer l'augmentation du prix, en tout cas. Quoi qu'il en soit, sur l'augmentation de ses prix et la gestion de ses prix, ce qu'il faut, c'est surtout rester à l'écoute de ses clients. En fonction des besoins de vos clients, en fonction de votre cible, en fonction de plein d'éléments, vous n'allez pas pouvoir mettre en place les mêmes stratégies. C'est-à-dire que même, enfin, si vous avez en fonction de votre activité, si vous avez plusieurs gammes de produits, peut-être qu'il y en a un sur lequel ça va être intéressant de baisser les coûts pour, rester compétitif pour auprès des classes, enfin des foyers les plus modestes et qui achètent quand même chez vous. Ou parfois, si vous avez une cible un peu plus, haut de gamme, bah, vous pouvez juste facilement renchérir votre offre pour justifier une augmentation des prix et une qualité. Quand je dis enchérir l'offre, ça peut, enfin, il peut y avoir plein de manières de faire différentes. Ça peut même, mettre un emballage un peu plus qualitatif ou autre chose. Pof, 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 pof. Ensuite, pour la trésorerie, il y a d'autres éléments qu'on peut mettre en place. C'est parfois quand, ça peut arriver qu'on accorde des délais de paiement à ses clients, notamment quand on fait du commerce auprès d'autres entreprises, quand on est prestataire auprès d'une autre entreprise. Bah, ça va être, par exemple, d'anticiper les retards de paiement. Ça va être ou alors de prévoir, ou alors de réduire les délais, ou alors de s'assurer de relancer en amont pour être sûr que votre client vous paye en temps et en heure. Non, alors, je vois qu'il y a quelques questions, j'y reviendrai une fois qu'on aura fini cette partie-là. Tac, 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 normalement. Et après ça peut être aussi de gérer les délais de paiement que vous allez avoir avec vos fournisseurs. Ça va être, par exemple, parfois quand vous travaillez depuis longtemps avec un fournisseur, vous allez pouvoir il va vous faire plus confiance et vous allez pouvoir lui dire: «Bah, voilà, au vu de la contexte de la conjoncture économique ou au vu de plein de choses, moi ça m'arrangerait de te payer un mois après avoir acheté ton stock. Comme ça me laisse le temps de vendre le stock que je t'ai acheté pour te payer». Et ça vous permet mécaniquement d'avoir beaucoup plus d'argent disponible et donc de mieux gérer votre «trésorerie» entre guillemets. Est-ce que c'est clair pour vous, ces astuces-là? Est-ce que ça vous paraît, cohérent, sensé? Est-ce que c'est clair pour vous? Après ça, hop, on va revenir. OK, génial. Alors hop, tac, tac. OK, nickel. Donc alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. J'ai vu notamment qu'il y avait des questions sur, le j'ai vu une question passer sur le statut de micro-entreprise en période d'inflation. L'inflation, ça va pas, enfin votre statut va pas jouer sur l'inflation.
En soi, si vous pilotez votre activité correctement, le statut juridique, c'est juste une enveloppe qui vient s'adapter à votre activité. Ah, je vois que le réseau a un peu baissé. Donc ça va pas jouer dessus. Maintenant, en fait, alors j'avoue que il y avait plein de questions, j'ai pas eu le temps de tout. Bah oui, alors, en effet, je vois que c'est clair, mais pas adapté au service. En fait, si, ça peut être adapté au service, dans le sens où, mine de rien, vous avez pas de stock à gérer en service, donc le rachat de matières premières, ça s'adapte pas, c'est pas forcément adapté. Mais en revanche, sur la gestion des échéances de paiement, sur, le transport, enfin tout ça, c'est des mécaniques, surveiller l'augmentation de ses coûts, qui sont intéressants même en activité de service. Les frais de déplacement exactement, ça rentre complètement dedans. Ou même si jamais, par exemple, si vous intervenez auprès d'entreprises, service auprès des entreprises, parfois vous avez quand même des délais de paiement, bah ça c'est important enfin des délais pour faire payer, c'est important de les anticiper et de bien gérer ça avec votre entreprise. J'essaie de remonter un peu dans le chat, voir si je retrouve d'autres questions. Tac, 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 tac. Ouais, si Vas-y, ouais. ouais, on a une question intéressante de Bruno au tout début, faut-il anticiper l'inflation en augmentant ses prix par avance? Comment on peut anticiper? Ce qui peut répondre d'ailleurs à des remarques, qu'on a eues dans le chat aussi, de dire, bah, des fois, c'est difficile quand on a des clients de changer les tarifs. C'est vrai que quand les clients ont l'habitude de certains tarifs, on peut leur expliquer, hein, pourquoi on veut augmenter, mais ça peut être un risque. Et donc, cette question-là, je la trouve intéressante. Est-ce qu'on peut anticiper avant, l'inflation et les mécanismes de l'inflation pour, bah, dès le début, avoir des prix qui nous permettraient de ne pas avoir à les augmenter ensuite, mais dès le début avoir des prix, qui sont adaptés, pour, aussi avoir une trésorerie suffisante peut-être? Mmh. Comment on fait pour anticiper ça? Ça, c'est sûr que, bah, par exemple, avant de lancer son activité, tout bêtement, heu, pour éviter d'avoir à augmenter ses prix 3 mois après s'être lancé, ça va être intéressant d'anticiper un peu l'inflation et là, pour ça, on peut se baser sur les observatoires de la Banque de France, par exemple, comme on l'avait mis au début. Il y a c'est com Enfin, en réalité, c'est compliqué de s'adapter, enfin, d'anticiper l'inflation parce que c'est un mécanisme qui varie énormément dans le temps. Alors, comme on peut le voir, là, en début d'année, c'était beaucoup plus faible. On pensait même presque s'en être sorti, que les mécanismes mis en place par l'État avaient fait effet. Et là, au début, fin février, début mars, ça repart relativement fort à la hausse. Donc, c'est compliqué d'anticiper. Après, ce que nous dit la Banque de France, c'est que, en moyenne, on devrait avoir une inflation entre 4 comprise entre 4 et 7% sur 2023. Ça peut vous donner une indication sur les prix à prendre en compte. C'est-à-dire que peut-être vous pouvez, prévoir vos prix 4 à 7 plus cher que ce que vous auriez prévu, avant de vous lancer. Donc ça, on peut anticiper et quelque chose que, Clélia vient d'écrire qui est intéressant, c'est qu'on peut communiquer en avance, sur à quelle date nos prix vont augmenter et pourquoi. Ça veut dire on peut aussi, choisir les dates qui sont les mêmes que les augmentations, par exemple, du prix du chauffage ou des choses, au 1er janvier, au 1er de à chaque 1er jour du trimestre, choses comme ça, qui sont des dates arrêtées, du coup. Ouais, exactement, ça, c'est des choses qui sont possibles. Dans tous les cas, je pense que comme, bah, c'était dit, ce qui est intéressant, c'est de communiquer avec vos clients. C'est-à-dire que vos clients, c'est à eux que vous devez, «rendre des comptes» entre guillemets, c'est eux qui viennent acheter chez vous ou pas. Connaître leurs besoins, donc savoir parce que potentiellement, vous allez avoir affaire à des clients qui pourront pas augmenter, leur prix d'achat. Le problème, c'est que ça va augmenter partout les prix, enfin les prix des produits. Donc là, ça va être, bah, d'essayer à la rigueur de voir comment est-ce que vous pouvez limiter l'impact de l'inflation sur vos produits, donc en diminuant vos coûts. Et sinon, bah, même en regardant un peu autour de vous, on voit assez souvent, je sais qu'en face de l'Aldi, on a un traiteur, asiatique qui, sur la porte, avait mis, que pour compenser l'augmentation des matières premières, du blé, enfin, il avait listé un peu les matières qui avaient augmenté, bah, que ses prix allaient augmenter d'1,50 €. Et ça, finalement, quand on explique le pourquoi du comment, on va augmenter les prix, bah, les gens comprennent qu'on est en période d'inflation et peuvent être, assez, compréhensifs par rapport à ça. D'autant plus qu'après ce qui peut mieux placer, c'est vrai que si jamais vous augmentez vos prix continuellement, ça peut poser problème auprès de vos clients qui auront l'impression que vous les prenez, que vous augmentez, tout le temps. Parfois, mieux vaut augmenter une fois un peu plus fortement le prix
en expliquant que c'est un rattrapage par rapport à ce qui s'est passé, même si jamais vous dans les faits, vous anticipez l'augmentation à venir, plutôt que d'augmenter petit à petit. En plus, en général, quand on augmente ses prix, on a un peu peur que les clients arrêtent de venir. Sauf que pour ça, en fait, enfin, en réalité, il y a une espèce d'élasticité de la demande qui fait que, mine de rien, si jamais un client vient chez vous, ça peut être enfin, il vient pas enfin, c'est rare qu'il vienne chez vous uniquement parce que vous êtes quelques centimes moins cher que votre concurrent. S'il vient chez vous, ça peut être aussi parce que vous avez une bonne qualité de service, parce que vous êtes sympa, parce qu'il peut y avoir plein d'éléments qui vont faire que le client va venir chez vous et c'est aussi là-dessus que vous pouvez jouer. Dans tous les cas, c'est important comme, avant de vous lancer, de faire une étude de marché, de regarder comment se comportent les concurrents aussi. C'est vrai que si vous voyez que votre concurrent, augmente pas du tout ses prix et que vous avez besoin de les augmenter, à ce moment-là, ça veut dire qu'il va falloir jouer sur une autre gamme de produits. À l'inverse, si vous voyez que votre concurrent augmente énormément ses prix, enfin vos concurrents, et que vous avez pas besoin de les augmenter autant, bah, à ce moment-là, c'est intéressant pour vous. Autre question avant de passer à la partie suivante de Bertrand, si je dis pas de bêtises, et de Joël, enfin plus une remarque qu'une question que je trouvais intéressante, c'est que sur certaines activités, plutôt des prestations libérales, parce que là c'était du coaching, on a moins de clients parce que ce sont des personnes qui bah, vont préférer réduire leurs dépenses ou plutôt les consacrer à des dépenses de première nécessité, d'utilité, donc moins sur du service annexe. Mmh. Bah, c'est moins lié à les mécanismes d'inflation. Peut-être la solution là, c'est de recibler, d'aller chercher une nouvelle cible, c'est-à-dire la cible qui est prête à payer pour cette prestation-là. Mais c'est vrai que Ouais. ça pose vraiment une question de, bah, quelle est ma clientèle et est-ce que c'est la bonne clientèle? Clairement. C'est vrai que là, ça va être ou alors un problème de cible enfin, de quelle clientèle vous ciblez, qui va être, importante. Si ça se trouve, en effet, si votre clientèle n'a pas les moyens de payer votre offre, c'est qu'il y a un problème dans votre proposition de valeur. C'est qu'elle est pas adaptée à la bonne, cible. Après, ça peut aussi être parce que votre clientèle a l'impression que votre, prestation de service devient secondaire par rapport à plein d'activités et à ce moment-là, c'est aussi peut-être à vous de faire la démonstration qu'en fait, passer par vos services, ça permet d'avoir à moyen terme un gain important pour le client, que ce soit dans la gestion du temps, que ce soit enfin, je sais pas exactement quelles prestations de services, sont effectuées, mais, remettre en valeur aussi, enfin, repositionner ce que vous proposez et redonner de la valeur à ce que vous proposez pour le client. Ça peut aussi jouer. Mais c'est vrai qu'en général, ça peut être si jamais vraiment vous êtes face à des publics qui n'ont plus les moyens d'acheter, ça va valoir la peine de ou alors recentrer son offre, ou alors diminuer le la «prestation» entre guillemets, c'est-à-dire la faire ou moins longue pour pouvoir faire plus de clients ou voilà, enfin, mais il y a des mécanismes, c'est revoir son offre en tout cas à mon avis et sa cible. Voilà, hop. Il y avait d'autres questions, Simon? Donc je pense que tu peux continuer. Ça marche, OK. Parfait. Merci Simon et merci à vous pour vos questions. Hop, alors, maintenant la ques désolé, je passe un peu vite. La question suivante, enfin la partie suivante, ça va être comment est-ce qu'on peut gérer ses approvisionnements? Donc là, encore une fois, on va rentrer dans une partie qui est un peu plus dédiée un peu moins dédiée aux prestations de services, quoique, mais qui peut enfin, c'est encore une fois, c'est des mécanismes qui sont intéressants pour surveiller le fonctionnement de son activité, qui peuvent, avoir un impact. Et c'est là, on va voir et notamment, on va avoir quand même des solutions d'anticipation de l'inflation de cette partie-là, donc ça peut vous aider dans certains cas. Alors, donc déjà l'approvisionnement, ça enfin l'inflation, comme on l'a vu, ça peut être ou alors parce qu'il y a il y a une demande qui explose sur certains marchés, ou alors une baisse de l'offre sur certains marchés qui fait qu'on peut se retrouver dans des difficultés de s'approvisionner. Hop. Difficulté de et donc il y a difficulté de gérer son stock, et donc si on n'a pas de stock, on ne peut pas vendre, en fait. Pareil, il peut y avoir un autre élément qui peut entrer en compte, c'est une forte variation des prix. Comme on l'a dit, ça peut augmenter très rapidement ou, de manière très inégale. Ah, j'ai l'impression que j'ai plus trop de réseau. OK. Très inégale et donc ça peut vous donner des difficultés pour gérer vos prix et donc ça, difficulté pour fixer ses prix de vente et donc ça donne l'impression aux clients que ça fluctue tout le temps et voilà et vous-même, j'imagine quand vous allez au supermarché, que vous voyez que, vous allez le jeudi, ça coûte un prix, vous allez le lundi suivant, les prix ont augmenté de 50 centimes, bah, vous dites que quand ça fait ça régulièrement, on peut se sentir un peu lésé par rapport à la politique de prix de donc là, on va voir ce qu'on peut mettre en place pour éviter de se retrouver dans cette situation.
Alors hop, donc la première solution que vous pouvez, mettre en place, c'est sécuriser vos approvisionnements. Donc comment est-ce qu'on peut sécuriser son approvisionnement? Bah, la première chose à faire, ça va être de créer une base de données de fournisseurs. Ça veut dire qu'avant de vous lancer, normalement, on fait une étude de marché, c'est-à-dire qu'on va repérer chez qui on peut se fournir en termes en matières premières, combien ça coûte, quelles sont les conditions d'achat, quelles sont les conditions de livraison. Et bah, ça, c'est des choses qu'en réalité, inflation ou pas, je vois que j'ai pas beaucoup de réseau, donc si jamais vous m'entendez plus, n'hésitez pas à me dire dans le chat. Hem, donc ça, c'est des éléments qui, en réalité, qui peuvent être intéressants, enfin, qui sont importants à faire même quand il n'y a pas d'inflation. Régulièrement dans votre activité, faire une, veille des fournisseurs que vous allez pouvoir, contacter, que vous allez pouvoir trouver, les prix qu'ils proposent, les délais de livraison, mais rien à l'écran. Ah, vous voyez pas mon écran? Bah, de toute façon, l'écran, c'est juste un résumé de ce que je dis, c'est imagé, donc c'est pas ah ouais, donc OK, après ça, si jamais, il y en a qui ne voient pas sur l'écran, essayez peut-être de rafraîchir la page, ça peut marcher. OK, c'est bon. A priori, ça a l'air d'être bon pour la majorité des gens. Donc ça vous permet d'avoir une base de données de fournisseurs et donc de faire des et donc construire un dossier fournisseur, avoir la liste des fournisseurs présents. Ça vous permet de faire des veilles régulièrement, de voir si les prix, augmentent chez tous les fournisseurs, de voir s'il y a des conditions qui varient, s'il y a des offres promotionnelles même qui peuvent exister et surtout, ça peut vous permettre, le jour où votre fournisseur tombe en panne, enfin tombe en rupture de stock ou fait faillite ou peu importe, bah, de pas avoir trop de mal à, à en retrouver un. Sachant que même au lieu de enfin, quand je dis faire de la veille auprès de fournisseurs, c'est pas forcément aller sur leur site internet ou autre. Vous pouvez même les appeler pour prendre des nouvelles, éventuellement les rencontrer, faire un voilà, enfin ça prend un peu de temps et ça mange pas de pain et ça vous permet aussi de vous tenir au courant de comment eux perçoivent les évolutions à venir du marché. Ah génial, vachement. Donc ça vous permet de vous tenir au courant de comment eux sentent le marché, de comment est-ce que, ça va vous donner des indications sur les éléments à venir par la suite. Donc comme je dis, ça vous permet de rester informé des opportunités et de faire une veille régulière. Donc ça, c'est un élément qui va être hyper important. Heu, après ça, en effet, ce qu'on va voir, je vois qu'il y a une question dans le chat, mais c'est un peu ce qu'on va voir par la suite. Il y a une autre solution, alors celle-là, elle est un peu à prendre avec des pincettes, c'est augmenter ses stocks. Pourquoi augmenter ses stocks? Parce que quand on augmente ses stocks, tac, tac, parce que quand on augmente ses stocks, ça vous permet, heu, enfin, ça vous permet d'être moins sensible par rapport à l'évolution. Donc ça, enfin, pardon, je vais vous dire pourquoi après. Donc ça, il y a plusieurs manières d'augmenter ses stocks. Vous pouvez ou moins un stockage supplémentaire, ça prend un peu d'argent, donc ça vous demande un calcul pour être sûr que ça va être intéressant. Ça peut, on peut aussi éventuellement précommander auprès du fournisseur, c'est-à-dire on lui dit: «Voilà, je vous achète, tel volume de stock, est-ce qu'il y a une partie que vous pourrez me livrer dans 3 mois?» par exemple, ça vous évite d'avoir à le stocker vous-même, mais ça peut avoir d'autres inconvénients sur lesquels on va revenir après. Et vous pouvez aussi également, pour réduire l'inflation, limiter la durée, je pense notamment dans le bâtiment ou quand vous faites des travaux, limiter la durée de vie de vos devis. C'est-à-dire qu'en effet, si vous faites un devis qui est valable 6 mois, bah, il y a des chances que les prix aient augmenté entre-temps. Entre le moment où vous allez délivrer le devis et le moment où vous allez, réaliser les travaux. Donc là, vous allez avoir un manque à gagner. En revanche, si vous faites un devis qui est valable 1 mois ou 3 mois, mécaniquement, les prix vont moins augmenter et vous serez, toujours bon. Alors ça demande d'inclure des clauses dans les devis, mais ça c'est un peu technique et un peu, compliqué à mettre en œuvre. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la gestion de votre stock et de vos devis, ça c'est des stratégies qui doivent être travaillées. Vous ne pouvez pas vous dire juste: «Ah, j'ai une opportunité, je vais augmenter mes stocks» et acheter énormément de produits sans être sûr de les vendre et acheter n'importe quoi. Ou louer un nouvel espace sans avoir fait un espèce de calcul de rentabilité. Parce que ça, certes, ça peut vous permettre, d'être moins sensible à l'évolution des prix. Forcément, si vous avez plus de stocks, même si les prix augmentent le temps que vous vendiez vos stocks, bah, vous n'êtes pas obligé d'augmenter au fur et à mesure. Vous, ça vous permet d'être moins vulnérable à sensible à l'augmentation des prix. Ça vous permet également de négocier, éventuellement des tarifs, des remises, parce que des économies d'échelle.
si le fournisseur vous vend beaucoup plus de stock, il peut enfin, vous pouvez négocier avec lui de payer moins cher l'unité, par exemple. Ou en tout cas négocier des délais de paiement. C'est des choses qui sont faisables. En revanche, ça veut dire que ça peut avoir des risques, ça peut mobiliser pas mal de trésorerie. En effet, si vous louez un espace supplémentaire pour stocker, bah, mécaniquement, ça veut dire que vous devez payer un loyer tous les mois, donc il faut l'anticiper, il faut que votre trésorerie puisse l'encaisser. Pareil, ça va vous demander de sortir plus d'argent pour le stock. Heu, Là, pour le coup, je vois que c'est de la spécula vous parlez de spéculation et tout dans le chat. Pas forcément, c'est juste de l'anticipation. Vous êtes obligé de vous adapter à ça. L'idée, c'est pas de au contraire, c'est même vous faites pas de l vous stockez pas en espérant faire, créer de la pénurie. De toute façon, à vos échelles, on va pas se mentir, c'est pas vous qui allez créer une pénurie et qui allez, faire monter les prix en augmentant un peu votre stock. Vous, ça vous permet juste de stabiliser vos prix et au moins ça vous évite d'avoir augmenté en permanence vos prix. Ça vous permet d'être plus compétitif ou autre. Ta ta et voilà et surtout, faire une précommande auprès d'un fournisseur, donc si vous lui demandez de prépayer du stock, ça vous allez le payer un prix à l'instant T, qui va peut-être augmenter par la suite. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que si le fournisseur fait faillite ou si jamais vous n'avez pas confiance en votre fournisseur ou qu'il est un peu enfin, ou qu'il est pas très honnête et qu'il refuse de vous livrer le stock en venue, vous aurez besoin de plainte, saisir le médiateur de la République. S'il ne veut pas vous payer votre stock, vous n'aurez pas les moyens de faire quelque chose contre lui, donc ça vous met en situation de vulnérabilité par rapport à votre, fournisseur. C'est pour ça que je vous dis que tout ça, c'est des pistes de travail. Maintenant, ça doit l'objet d'une stratégie définie. Faut pas que vous le fassiez d'une manière, aléatoire, compulsive. Faut que vous posez une trésorerie, voir si vous enfin, par exemple, même faire attention aux dates de péremption, voir quels sont les produits que vous vendez le plus. Ça, c'est des éléments qui sont importants et ça, vous pouvez vous faire aider, notamment par, si vous êtes client Adib, par, les clients enfin, vous pouvez par, les conseillers Adi. Tac, 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 tac. Voilà. Ensuite, tac, tac, tac. OK. Désolé, je vais ralentir un peu le rythme. OK. Est-ce que c'est clair pour vous cette partie-là? Ça a été un peu peut-être, technique? Peut-être prendre un petit temps de questions-réponses? Ouais, c'est clair, OK. Est-ce que ça vous paraît, pertinent comme conseil toujours? Est-ce qu'il y a des choses qui vous questionnent ou autres? Est-ce que vous voyez comment faire? Est-ce qu'il y a des, OK, trop bien. Bah, je suis content que ça vous plaise. Heu, J'en profite un peu, le temps de lire vos réactions pour, rendre hommage aux personnes qui m'ont aidé à faire ce PowerPoint, qui sont 2 experts comptables bénévoles de l'ADI et c'est pour ça que si vous êtes n'hésitez pas à vous faire accompagner par, les bénévoles et les clients ADI et les conseillers ADI qui sont aussi là pour, s'assurer que ça se passe bien pour vous et que ça fonctionne bien. Tac, 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 tac. OK. Très clair, OK, hop. Alors, on va doucement passer à la suite. Donc une troisième partie, ça va être de voir, comment est-ce qu'on peut enfin d'autres pistes pour gagner en compétitivité par rapport à la concurrence et comment est-ce qu'on peut, entre guillemets, réussir à, feinter le système. Enfin feinter le système, je vais dire, mais feinter ses concurrents et éviter et feinter l'inflation. Alors déjà, il va y avoir plusieurs à faire. Faut déjà faire des veilles régulièrement pour savoir quelles sont les aides publiques auxquelles vous avez le droit. Savoir, par exemple, qu'il y a un certain nombre, d'aides qui ont été mises en place par l'État qui peuvent aider les entreprises. Notamment, vous avez le bouclier tarifaire. Si vous êtes une toute petite entreprise, vous pouvez facilement enfin, il y a l'augmentation du prix du gaz qui est plafonné à 15. En gros, ça marche que pour les toutes petites entreprises. Il faut avoir un petit compteur électrique. Ça, en fonction de votre entreprise, je vous laisserai faire une capture d'écran de la dernière slide que je vous présenterai après, sur lequel vous allez avoir toutes les infos et tout, enfin et toutes les ressources. Vous pourrez vous renseigner en fonction. En fonction de votre entreprise et de si vous avez un local, vous pouvez éventuellement écrire faire une attestation à votre fournisseur d'énergie pour, pour être sûr pour qu'il limite
l'augmentation pour qu'il vous fasse bénéficier du bouclier tarifaire. Si vous êtes en micro-entreprise, que vous travaillez depuis chez vous, a priori, vous d'office comptez comme, dedans et vous n'avez pas besoin de déclaration à faire. Sachant que ce qu'on considère comme une toute petite entreprise, c'est une entreprise qui fait moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui a moins de 10 salariés. Donc a priori, ça peut concerner une bonne partie d'entre vous qui peuvent bénéficier de cet élément-là. L'élément à vérifier, si vous avez un compteur. Ah oui. Alors, ce que je disais, c'est que si vous êtes micro-entreprise, que vous travaillez depuis chez vous, a priori, vous avez la facture d'électricité va passer comme si c'était vous, en tant que personne, qui dépensiez, et les particuliers sont compris dans le bouclier tarifaire, sont protégés par le bouclier tarifaire. Le gouvernement a étendu le bouclier tarifaire aux toutes petites entreprises. Donc si vous êtes une toute petite entreprise, moins de 2 millions de chiffres, OK, donc ça coupe. OK, je reprends l'explication. Hop, OK, je vais reprendre l'explication, hop. Je vais peut-être couper temporairement le micro, la caméra. Je coupe temporairement la caméra pour que vous m'entendiez mieux. En gros, alors vous avez le bouclier tarifaire. Le bouclier tarifaire, c'est une limitation de la hausse du prix du gaz et de l'électricité de 15. C'est-à-dire que les prix du gaz et de l'électricité ne peuvent pas augmenter de plus de 15 par rapport à l'année précédente. Ce bouclier tarifaire, il est destiné aux particuliers avant tout. Mais il a été étendu aux petites entreprises, aux TPE, donc les entreprises de moins de 10 salariés et de moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc a priori, ça devrait être une bonne partie d'entre vous. Et pour avoir un compteur électrique d'une puissance inférieure à 36 kW. Donc ça, il faudra vérifier sur votre compteur électrique. La norme du compteur électrique n'est valable que si vous avez un local au nom de votre entreprise. Si vous travaillez depuis chez vous, évidemment, vos dépenses d'énergie passent sur vos dépenses personnelles. Enfin, c'est comme si c'était vous qui les dépensiez en tant que personne, mais vous n'avez pas de déclaration à faire. En revanche, si vous avez un local et que vous correspondez à ces critères-là, je vous ai mis un site à la fin du PowerPoint qui vous renvoie vers une attestation que vous devez envoyer à votre fournisseur d'énergie pour bénéficier de ce bouclier tarifaire. Est-ce que c'est plus clair? C'est marrant parce que dès l'instant où on arrive, un peu sur les aides de l'État et les trucs un peu publics, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué à expliquer que les phénomènes sur lesquels vous avez une prise directe. Parce que c'est toujours très compliqué à comprendre ce qu'ils veulent faire. Ensuite, vous avez l'indemnité carburant. L'indemnité carburant, c'est là, à l'origine, vous aviez jusqu'à aujourd'hui pour, rassurez-vous, ça a été étendu, maintenant c'est jusqu'au 31 mars. Heu, Pareil, le site internet de l'indemnité carburant, je vous laisserai faire une capture d'écran à la fin, du PowerPoint. Il y a le site qui vous vers ça. C'est le site des impôts, en effet. Et normalement, quand vous tapez, indemnité carburant, vous tombez très facilement sur le site, à faire, sur le site en question. Pareil, si vous êtes client ADI, les conseillers ADI, normalement, ont des tutoriels pour vous aider à faire ces demandes. Ce qui va être intéressant surtout, c'est une, aide de 100 € qui se fait assez rapidement et qui peut concerner très facilement tout le monde. Dans le sens où il suffit que vous utilisiez un véhicule pour faire le trajet entre chez vous et votre domicile, même si c'est jamais ou que vous utilisez quotidiennement dans le cadre de votre activité, même si la voiture n'est pas directement à vous. C'est-à-dire que si jamais la voiture est à votre femme, à votre oncle, à votre conjoint, à votre mère, à vos parents, ça fonctionne. C'est juste une prime carburant par véhicule et par foyer. C'est-à-dire que si jamais vous avez 2 voitures à vous, ça ne fonctionne pas. Enfin, vous pouvez faire la demande qu'une seule fois. Si jamais vous êtes 2 à utiliser la même voiture, vous pourrez faire la demande qu'une seule fois aussi. Voilà, c'est juste ce qu'il faut savoir. Cette demande, elle se fait de manière très facile, c'est une prime de 100 € et que vous touchez, je crois, assez rapidement après. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que malgré ces aides-là, pardon, oui, non, entre chez nous et votre domicile, en effet, j'ai peut-être, ma langue un peu fourchée. Entre chez vous et votre lieu de travail. Donc ça peut être chez vous, chez vos clients, chez vos fournisseurs, peu importe. L'idée, c'est que vous utilisiez la voiture quotidiennement au travail et merci de me reprendre et
Mais ce qu'il faut dire, c'est que malgré tout, un chèque de 100 € pour utiliser le véhicule toute l'année ou, une augmentation de gaz, de d'électricité de 15, ça reste énorme, en fait. Les 100 € c'est pas énorme pour toute l'année. Une augmentation de 15 de l'énergie, ça reste beaucoup. Sur vos marges commerciales, ça va être assez important. Donc vous allez pouvoir mettre en place d'autres mécanismes qui vont pouvoir vous aider à rester compétitif. Le premier, c'est comme on l'a dit pour la finance au début, ça va être de suivre votre consommation d'énergie. Aujourd'hui, on peut avoir les consommations d'énergie quasiment en temps réel, à la semaine ou au mois, et ça, et même heure par heure maintenant, je crois, et ça va vous permettre, par exemple, de voir si quand vous avez un local, de voir est-ce que vous consommez beaucoup la nuit pendant que vous êtes pas là et comment faire pour, diminuer. Pareil, vous allez pouvoir repérer les pics de consommation d'énergie que vous allez avoir et voir ce que vous allez pouvoir mettre en place pour compenser ces éléments-là. La mesure et la suivi de son activité, c'est quelque chose qui va être, qui est nécessaire pour pouvoir compenser l'augmentation des prix et l'augmentation de l'énergie. Heu, Ensuite pareil, il y a un programme EcoPro qui est gratuit. Vous avez le lien dans la dernière slide sur lequel vous pourrez faire une capture d'écran, qui vous forme aux économies d'énergie. C'est gratuit, ça rentre dans le cadre des compensations carbone des fournisseurs d'énergie. On vous donne des tips et comment est-ce que vous allez des bons réflexes pour économiser de l'énergie à titre professionnel et valable dans la sphère personnelle. Donc c'est des choses que vous allez pouvoir mettre en place pour limiter votre consommation d'énergie. Et ça, c'est relativement important parce que comme on l'entend en ce moment aux informations et partout, les prix du gaz et de l'électricité va faire qu'augmenter pendant les années à venir. Pareil, vous pouvez retrouver les fiches éco-gestes sur adi.org. Donc là, ça va être comment est-ce que vous allez pouvoir économiser, heu, de l'essence en conduisant de manière un peu différente. Comment est-ce que vous allez pouvoir, limiter la consommation de matières premières, tout ça, enfin bref. Ça va vous permettre de faire des économies. Ce qu'il faut dire, c'est que contrairement à ce qu'on pense, souvent, l'écologie, quand c'est fait de manière raisonnée, c'est-à-dire quand on réfléchit stratégiquement et qu'on ne subit pas la réglementation et tout, ça vous permet de faire des économies d'énergie et des économies financières. Enfin, vous allez avoir d'autres manières de fonctionner. C'est, modifier son comportement, le fonctionnement de votre entreprise. Par exemple, si vous êtes en zone urbaine, vous pouvez utiliser le vélo cargo, par exemple. C'est pas possible dans tous les cas, mais souvent ça peut être possible et ça vous permet, par exemple, si vous utilisez avant un Kangoo pour aller chercher votre stock chez vos fournisseurs, là, un vélo cargo, ça vous permet d'être presque plus rapide en réalité, parce que vous n'avez pas les bouchons, donc gain de productivité et de faire des gains assez importants en termes d'assurance, d'essence et de transport. Pareil, vous avez la location longue durée. Ça, c'est par exemple, au lieu d'acheter son véhicule, vous pouvez louer des véhicules sur la longue durée qui sont beaucoup moins gourmands d'énergie, voire électriques et donc un peu moins chers. De Tac, tac, tac. Enfin et puis même surtout, ça peut être aussi, rationaliser ces transports. Plutôt que si jamais vous réfléchissez à l'augmentation de votre stock, par exemple, ça veut dire qu'au lieu d'aller chez votre fournisseur 2 fois par semaine ou, 1 fois par semaine, vous allez pouvoir y aller 1 fois toutes les 2 semaines ou 1 fois par semaine. Enfin, c'est des choses qu'on peut facilement mettre en place, qui doivent être réfléchies. Bon, encore une fois, il faut éviter la surproduction, enfin, d'acheter trop de stocks, sinon vous vous retrouvez avec, des invendus et ça vous a coûté de l'argent et l'opération est ratée. Mais réfléchir à la stratégie, c'est compliqué, enfin, c'est assez important. Et en effet, les transports sur Paris augmentent, le métro a fonctionné alors que la qualité de service fait que diminuer. Donc voilà, le vélo cargo, on va faire un petit focus dessus après. Ça peut être une super opportunité en réalité, quand on a la possibilité de le faire, parce que c'est pas toujours le cas. Mais aujourd'hui avec les vélos, souvent ils peuvent avoir une assistance électrique, donc finalement c'est même pas si compliqué. Enfin, on peut faire des longs trajets sans forcément trop se fatiguer, mais voilà, encore une fois, il faut que ce soit possible. Pareil, les autres ressorts, si on n'est pas en zone urbaine ou qu'on peut pas faire de vélo cargo, c'est parfois se renseigner aussi s'il n'y a pas des entreprises avec qui on peut monter des espèces de petits partenariats pour aller ensemble chez le fournisseur, si on se fournit au même endroit, faire des commandes groupées, essayer de trouver des synergies avec des partenaires, même parfois parce que quand on dit concurrent, parfois on voit énormément le côté opposition, mais vous pouvez aussi trouver des concurrents avec lesquels vous collaborez.
et vous vendez pas forcément à la même gamme de personnes. Vous vous arrangez pour vous différencier un peu et hem et vous pardon et vous pouvez faire des achats groupés où il y en a un chacun votre tour, vous allez chez le fournisseur pour, apporter au enfin pour les 2 entreprises, voilà, ça peut fonctionner. Enfin, toujours est-il que c'est juste des pistes de réflexion, il y en a plein d'autres. Ça vaut la peine d'y réfléchir, de se pencher dessus et de voir surtout, de mesurer ce qui vous coûte de l'argent, de faire attention à ce qui vous coûte le plus d'argent pour voir comment est-ce que vous pouvez le réduire. Le vélo, c'est rigolo, mais c'est aussi plus dangereux. Alors, c'est plus dangereux, oui et non. C'est-à-dire que, on est plus vulnérable en vélo. Ça demande de faire un peu plus attention. Après, c'est un débat, on va pas s'étendre dessus. Mais, si on fait attention et qu'on enfin, même si le danger peut venir des autres utilisateurs, un vélo cargo, déjà, on est quand même beaucoup plus visible. Donc les gens on se fait moins bousculer enfin, de manière un peu, enfin, de manière, fortuite. Après, il y a des ça permet d'éviter de se faire voler le vélo aussi. Hop, tac, tac. Oh pardon. Hop, j'ai fait une faute manip. Hem, le covoiturage, les manières de transport. Il y a plein de solutions. Tout ça va être de tester, de mesurer, de comptabiliser ce qui vous coûte de l'argent et ce qui vous en coûte moins. Bref, je pensais que j'étais en avance, mais je vois que le temps file, donc je vais peut-être, accélérer un peu, surtout si vous voulez pour vos questions-réponses de conférence. Allez, déjà, pour commencer, n'hésitez pas à me faire des retours dans le chat, si jamais je commence à parler trop vite ou si vous m'entendez moins bien pour quelque raison que ce soit, histoire que je puisse corriger le tir. Donc si je parle trop vite, parce que parfois, pris de passion, je peux avoir le rythme verbal qui s'accélère un peu. Ton son est fort. Ah, mon son est fort, mais je sais pas comment je peux baisser mon son. Peut-être, vous baissez un peu le son si c'est possible. Sinon, je vais essayer de chuchoter. Ouais. C'est peut-être le réseau, bref. On va essayer de commencer comme ça et puis si jamais c'est trop gênant, on essaiera de voir comment on peut faire. Alors, pour commencer, cette, OK, si vous voulez, je peux utiliser le micro de l'ordi. Bon, on va résoudre ça. Petit problème de micro, je pense, le fait que ce soit déconnecté. Tu on va juste régler ça, on va prendre 1 minute, il y a pas de souci, on a le temps pour ça. Alors, bonjour à tous, là ça devrait être mieux normalement, vous m'entendez bien? Grâce à la réactivité de Simon. OK, génial. Grâce à la réactivité de Simon qui est hyper efficace pour gérer les problèmes techniques. Alors, donc l'idée c'est qu'on arrive sur quelque chose qui soit très, pragmatique et qu'on rentre pas trop dans les détails de théorie économique sur l'inflation et sur le fonctionnement de l'inflation et comment ça fonctionne. Donc qu'on soit très concret sur la gestion d'entreprise. Mais avant tout, on va quand même commencer par vous faire je vais commencer par vous faire un petit récapitulatif de ce que c'est que l'inflation. Et on prendra du temps, des temps un peu spécifiques pour répondre aux questions. Sinon on risque de passer beaucoup de temps
y répondre et perdre le fil. Donc déjà, l'inflation, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène d'augmentation des prix, qui sont souvent dus à de multiples facteurs. Donc ça peut être une forte augmentation de la demande, quand il y a beaucoup, de demande sur un produit, demandé, enfin sur un produit particulier. Une baisse, de l'offre sur certains marchés ou alors une perte de la valeur monétaire et en fait, en ce moment, c'est un peu ce qu'on peut observer notamment avec, le prix du carburant ou le prix du gaz. C'est-à-dire qu'on a à la fois, une augmentation de la enfin, on a une baisse, de l'offre sur certains marchés qui entraîne du coup une augmentation des prix. Pendant le covid, on avait le cas aussi d'une forte augmentation de la demande en masques qui avait entraîné ce qui faisait que les masques coûtaient beaucoup plus cher que ce qu'ils valaient après. Enfin, tout ça pour vous dire que c'est un processus qui peut être de long terme, peut avoir des répercussions sur le long terme. Notamment, par exemple, la Banque de France prévoit un retour à la normale fin 2024. Sachant que enfin, ce qui veut dire que ça vaut quand même un peu la peine de s'adapter à l'inflation, en tout cas d'avoir les bons réflexes face à l'inflation. Parce que quand même, enfin, même s'il y a eu une petite baisse en début d'année sur de l'inflation, là on est reparti un peu sur des forts taux d'inflation. Bref. On risque d'atteindre du 4-7 d'inflation durant l'année 2023, donc ça peut, très vite, déstabiliser votre activité. J'ai vu qu'il y avait ah oui, je vois mon nom qui est écrit dans le chat, mais c'est parce qu'on a changé d'ordinateur, excellent. Heu, tac, tac, tac. Alors j'ai vu qu'il y avait des questions sur le PowerPoint, a priori, il y aura pas le PowerPoint parce que mais l'idée, c'est pas que vous vous concentriez sur le PowerPoint. Le PowerPoint, il a pas d'informations particulières. L'idée, c'est plus de comprendre le raisonnement qu'il va y avoir derrière. Alors, on va traiter la question des préférences, hop. Donc une petite question qu'on a déjà vue, enfin que Simon vous a un peu posée, mais là on peut rentrer un peu plus dans le détail. C'est est-ce que vous, dans votre activité professionnelle, ceux qui, se sont déjà lancés, vous avez vu concrètement des évolutions? Et ceux qui ne sont pas lancés, est-ce que c'est quelque chose qui vous freine pour vous lancer dans votre activité? Et enfin qui vous fait peur ou, qui vous fait hésiter à vous lancer? Et ceux qui voient les impacts, est-ce que c'est dans quels sont les impacts que vous voyez un peu dans enfin, quels sont les impacts que vous repérez dans votre activité au quotidien? L'achat d'échantillons pour démarrer la première. Mmh. Pour avoir des achats en baisse, OK. OK, OK, augmentation des matières premières, OK. Ouais. En effet, OK. Bon, bah, je vois qu'en effet, vous sentez ou en tout cas, ça peut vous empêcher de vous lancer concrètement ou alors, ça vous rend pas très serein pour la suite de votre activité. L'idée ici, c'est qu'on voit les bons mécanismes à adopter face à l'inflation, sachant que, mine de rien, l'inflation, ça aura toujours un impact. On n'a pas de baguette magique, on ne peut pas la faire disparaître. Mais il faut vous dire que c'est la même chose pour tout le monde. En fait, tout le monde a de l'inflation, ce qui va faire la différence, c'est la manière dont vous allez gérer l'inflation. Donc pour ça, je vous propose qu'on traite, enfin ça sous plusieurs angles. Le premier, ça va être la gestion financière face à l'inflation. Comment est-ce qu'on pilote correctement son activité? Et la seconde, ça va être, de gérer ses approvisionnements, parce qu'on l'a vu dans le chat tout à l'heure et là, c'est revenu un peu. L'inflation, ça peut entraîner des difficultés d'approvisionnement et des pénuries parfois. Donc là, l'idée, c'est qu'on voit un peu comment on va se prémunir contre ça. Voilà, hop. Et une troisième, c'est en fait, il y a d'autres manières de s'adapter à l'inflation ou de trouver des feintes pour rester compétitif par rapport à la concurrence et c'est ce qu'on va pouvoir regarder, ensuite. Hop, tac, tac. Donc alors, déjà, le premier impact que vous risquez d'avoir sur votre activité, ça va être, la baisse de la rentabilité de votre activité et ça, c'est dû à un méca alors, comme je vous dis, vous aurez pas le PowerPoint, vous aurez accès au replay parce que l'idée, c'est qu'on décrypte les fonctionnements, c'est que vous attachez vraiment au lien logique qu'il y a entre les choses, entre les événements. Donc par exemple, l'inflation, ça entraîne, comme on l'a vu un peu plus tôt, une augmentation des prix. Cette augmentation des prix oh pardon, excusez-moi, j'ai un petit souci, hop, tac, tac, voilà. J'ai perdu ma souris, hop. Cette augmentation des prix, ça entraîne une augmentation des coûts pour mon entreprise. Mécaniquement, si les produits coûtent plus cher, vous allez devoir dépenser plus pour les acheter. Hop. Si vous dépensez plus pour les acheter,
et que vous risquez d'avoir vos marges commerciales vont forcément baisser. Mécaniquement, si vous continuez à vendre au même prix et que vos prix de vente augmentent, l'argent qui va vous rester après avoir vendu vos matières premières sera moindre, donc vos marges commerciales baissent. Hop. Ce qui entraîne du coup une baisse de la rentabilité de votre entreprise. Votre entreprise est mécaniquement moins rentable. Hop. Donc, et ce qui peut entraîner du coup la mise en danger de votre activité, la faillite ou autre. Donc pour faire il y a une autre, donc ça c'est vraiment sur la rentabilité de votre entreprise. Donc c'est l'argent que vous allez pouvoir générer et garder de votre entreprise. Après, il peut y avoir un autre impact de l'inflation. Ça va être l'impact sur votre trésorerie. Mécaniquement, en fait, la trésorerie, c'est-à-dire que vous pouvez gagner de l'argent, votre activité peut être viable, mais vous pouvez vous retrouver temporairement en difficulté parce que vous avez plus d'argent sur le compte en banque. Donc ça, c'est un phénomène qu'on va regarder ensemble aussi. C'est pareil, là, vous avez le prix des matières premières qui a augmenté, donc pour vos achats. Heu, donc ça veut dire que l'argent que si vous avez du stock, pardon, que vous vendez votre stock au prix auquel vous avez prévu de le vendre, bah, le prix auquel vous avez vendu votre stock vous permettra pas forcément de racheter la même quantité de matières premières qu'avant parce que les prix auront augmenté entre chaque. Tac, tac. Donc ça veut dire que, bah, en effet, même si vous gagnez de l'argent avec votre activité, potentiellement vous pouvez vous retrouver en difficulté pour racheter votre stock. Donc face à ça, il va y avoir plusieurs mécanismes que vous pouvez mettre en place. Donc les premiers, il y a plusieurs séries de bonnes pratiques que vous pouvez mettre en place qui font partie qui sont des règles de bonne gestion de votre activité. Ça va être le premier, ça va être de piloter son activité, enfin de garder un œil sur ses comptes. Donc c'est-à-dire enregistrer ses dépenses quelque part, le prix auquel on a vendu ces produits. Et ça va vous permettre, si vous listez toutes les dépenses mécaniquement, mois après mois, semaine après semaine, vous allez pouvoir voir ce qui augmente. Vous allez pouvoir anticiper les prix et le fait de devoir racheter vos produits. En tout cas, vous allez pouvoir augmenter vos prix en conséquence. Pareil pour la gestion de la trésorerie, vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle un plan de trésorerie. On va y revenir un peu après. On va vous présenter ce que c'est un plan de trésorerie. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de planifier vos dépenses pour vous assurer d'avoir toujours de l'argent disponible pour acheter votre, stock, vos matières premières ou alors pour payer le loyer de votre local quand vous avez un local. L'idée, c'est de prévoir et d'anticiper avec le plan de trésorerie. Et enfin, il y a des mesures un peu plus, extraordinaires qu'on peut mettre en place en cas d'inflation, comme par exemple compenser la hausse des prix. Ça, vous avez plusieurs manières de compenser la hausse des prix. Ça peut être, en essayant de baisser vos charges, trouver où est-ce que vous pouvez faire des économies pour rester compétitif par rapport à la concurrence et éviter d'augmenter trop fort vos prix. Vous allez pouvoir indexer vos prix sur l'inflation. Donc ça, c'est pareil, c'est vous constatez que les prix des matières premières augmentent, donc vous augmentez vos prix au fur et à mesure, petit à petit. Ou alors vous pouvez aussi, augmenter vos prix de manière un peu plus forte, mais en essayant de justifier l'augmentation du prix. Quand je dis justifier, c'est pas expliquer au client: «Voilà, désolé, il y a, le prix qui a augmenté», même si ça, c'est intéressant à faire, mais c'est de justifier l'augmentation du prix en proposant un service plus qualitatif. C'est-à-dire que quand on enchérit son offre, par exemple, ça peut être l'occasion de proposer une augmentation de prix, même si la qualité de l'offre qu'on a proposée, enfin l'amélioration n'est pas à la hauteur de l'augmentation du prix. Mais ça peut permettre de faire passer de proposer au client une prestation, enfin mieux passer l'augmentation du prix, en tout cas. Quoi qu'il en soit, sur l'augmentation de ses prix et la gestion de ses prix, ce qu'il faut, c'est surtout rester à l'écoute de ses clients. En fonction des besoins de vos clients, en fonction de votre cible, en fonction de plein d'éléments, vous n'allez pas pouvoir mettre en place les mêmes stratégies. C'est-à-dire que même, enfin, si vous avez en fonction de votre activité, si vous avez plusieurs gammes de produits, peut-être qu'il y en a un sur lequel ça va être intéressant de baisser les coûts pour, rester compétitif pour auprès des classes, enfin des foyers les plus modestes et qui achètent quand même chez vous. Ou parfois, si vous avez une cible un peu plus, haut de gamme, bah, vous pouvez juste facilement renchérir votre offre pour justifier une augmentation des prix et qualité. Quand je dis enchérir l'offre, ça peut il peut y avoir plein de manières de faire différentes. Ça peut même, mettre un emballage un peu plus qualitatif ou autre chose. Pof, 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 pof. Ensuite, pour la trésorerie, il y a d'autres éléments qu'on peut mettre en place. C'est parfois
Quand, ça peut arriver qu'on accorde des délais de paiement à ses clients, notamment quand on fait disons du commerce auprès d'autres entreprises, ou quand on est prestataire auprès d'une autre entreprise. Bah, ça va être, par exemple, d'anticiper les retards de paiement. Ça va être ou alors de prévoir, ou alors de réduire les délais, ou alors de s'assurer de relancer en amont pour être sûr que votre client vous paye en temps et en heure. Non, alors, je vois qu'il y a quelques questions, j'y reviendrai une fois qu'on aura fini cette partie-là. Tac, 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 normalement. Et après ça peut être aussi de gérer les délais de paiement que vous allez avoir avec vos fournisseurs. Ça va être, par exemple, parfois quand vous travaillez depuis longtemps avec un fournisseur, vous allez pouvoir il va vous faire plus confiance et vous allez pouvoir lui dire: «Bah, voilà, au vu de la contexte de la conjoncture économique ou au vu de plein de choses, moi ça m'arrangerait de te payer un mois après avoir acheté ton stock. Comme ça me laisse le temps de vendre le stock que je t'ai acheté pour te payer». Et ça vous permet mécaniquement d'avoir beaucoup plus d'argent disponible et donc de mieux gérer votre «trésorerie» entre guillemets. Est-ce que c'est clair pour vous, ces astuces-là? Est-ce que ça vous paraît, cohérent, sensé? Est-ce que c'est clair pour vous? Après ça, hop, on va revenir. OK, génial. Alors hop, tac, tac. OK, nickel. Donc alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. J'ai vu notamment qu'il y avait des questions sur, le j'ai vu une question passer sur le statut de micro-entreprise en période d'inflation. L'inflation, ça va pas, enfin votre statut va pas jouer sur l'inflation. En soi, si vous pilotez votre activité correctement, le statut juridique, c'est juste une enveloppe qui vient s'adapter à votre activité. Ah, je vois que le réseau a un peu baissé. Donc ça va pas jouer dessus. Maintenant, en fait, alors j'avoue que il y avait plein de questions, j'ai pas eu le temps de tout. Bah oui, alors, en effet, je vois que c'est clair mais pas adapté au service. En fait, si, ça peut être adapté au service, dans le sens où mine de rien, vous avez pas de stock à gérer en service, donc le rachat de matières premières, ça s'adapte pas, c'est pas forcément adapté. Mais en revanche, sur la gestion des échéances de paiement, sur, le transport, enfin tout ça, c'est des mécaniques, surveiller l'augmentation de ses coûts, qui sont intéressants même en activité de service. Les frais de déplacement exactement, ça rentre complètement dedans. Ou même si jamais, par exemple, si vous intervenez auprès d'entreprises, services auprès d'entreprises, parfois vous avez quand même des délais de paiement, bah ça c'est important des délais pour faire payer, c'est important de les anticiper et de bien gérer ça avec votre entreprise. J'essaie de remonter un peu dans le chat, voir si je retrouve d'autres questions. Tac, 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 tac. Ouais, si Vas-y, ouais. ouais, on a une question intéressante de Bruno au tout début, faut-il anticiper l'inflation en augmentant ses prix par avance? Comment on peut anticiper? Ce qui peut répondre d'ailleurs à des remarques, qu'on a eues dans le chat aussi, de dire, bah, des fois, c'est difficile quand on a des clients de changer les tarifs. C'est vrai que quand les clients ont l'habitude de certains tarifs, on peut leur expliquer, hein, pourquoi on veut augmenter, mais ça peut être un risque. Et donc, cette question-là, je la trouve intéressante. Est-ce qu'on peut anticiper avant, l'inflation et les mécanismes de l'inflation pour, bah, dès le début, avoir des prix qui nous permettraient de ne pas avoir à les augmenter ensuite, mais dès le début avoir des prix, qui sont adaptés, pour, aussi avoir une trésorerie suffisante peut-être? Mmh. Comment on fait pour anticiper ça? Ça, c'est sûr que, bah, par exemple, avant de lancer son activité, tout bêtement, heu, pour éviter d'avoir augmenté ses prix 3 mois après s'être lancé, ça va être intéressant d'anticiper un peu l'inflation. Et là, pour ça, on peut se baser sur les observatoires de la Banque de France, par exemple, comme on l'avait mis au début. Il y a c'est com enfin, en réalité, c'est compliqué de s'adapter, d'anticiper l'inflation parce que c'est un mécanisme qui varie énormément dans le temps. Alors, comme on peut le voir, là, en début d'année, c'était beaucoup plus faible. On pensait même presque s'en être sorti, que les mécanismes mis en place par l'État avaient fait effet. Et là, au début, fin février, début mars, ça repart relativement fort à la hausse. Donc, c'est compliqué d'anticiper. Après, ce que nous dit la Banque de France, c'est que, en moyenne, on devrait avoir une inflation entre 4 comprise entre 4 et 7% sur 2023. Ça peut vous donner une indication sur les prêts à prendre en compte. C'est-à-dire que peut-être vous pouvez prévoir
vos prix 4 à 7 plus cher que ce que vous auriez prévu, avant de vous lancer. Donc ça, on peut anticiper et quelque chose que, Clélia vient d'écrire qui est intéressant, c'est qu'on peut communiquer en avance, sur à quelle date nos prix vont augmenter et pourquoi. Ça veut dire on peut aussi, choisir les dates qui sont les mêmes que les augmentations, par exemple, du prix du chauffage ou des choses, au 1er janvier, au 1er de à chaque 1er jour du trimestre, choses comme ça, qui sont des dates arrêtées, du coup. Ouais, exactement, ça, c'est des choses qui sont possibles. Dans tous les cas, je pense que comme, bah, c'était dit, ce qui est intéressant, c'est de communiquer avec vos clients. C'est-à-dire que vos clients, c'est à eux que vous devez, «rendre des comptes» entre guillemets, c'est eux qui viennent acheter chez vous ou pas. Connaître leurs besoins, donc savoir parce que potentiellement vous allez avoir affaire à des clients qui pourront pas augmenter, leur prix d'achat. Le problème, c'est que ça va augmenter partout les prix, enfin les prix des produits. Donc là, ça va être, bah, d'essayer à la rigueur de voir comment est-ce que vous pouvez limiter l'impact de l'inflation sur vos produits, donc en diminuant vos coûts. Et sinon, bah, même en regardant un peu autour de vous, on voit assez, enfin assez souvent, je sais qu'en face de l'Aldi, on a un traiteur, asiatique qui sur la porte avait mis, que pour compenser l'augmentation des matières premières, du blé, enfin il avait listé un peu les matières qui avaient augmenté, bah, que ses prix allaient augmenter d'1,50 €. Et ça finalement, quand on explique le pourquoi du comment, on va augmenter les prix, bah, les gens comprennent qu'on est en période d'inflation et peuvent être, assez, enfin, compréhensifs par rapport à ça. D'autant plus qu'après ce qui peut mieux placer, enfin, c'est vrai que si jamais vous augmentez vos prix continuellement, ça peut poser problème auprès de vos clients qui auront l'impression que vous les prenez, enfin, que vous augmentez, enfin, tout le temps. Parfois, mieux vaut augmenter une fois un peu plus fortement le prix, en expliquant que c'est un rattrapage par rapport à ce qui s'est passé, même si jamais vous dans les faits, vous anticipez l'augmentation à venir, plutôt que d'augmenter petit à petit. En plus, en général, quand on augmente ses prix, on a un peu peur que les clients arrêtent de venir. Sauf que pour ça, en fait, enfin, en réalité, il y a une espèce d'élasticité de la demande qui fait que, mine de rien, si jamais un client vient chez vous, ça peut être, enfin, il vient pas, enfin, c'est rare qu'il vienne chez vous uniquement parce que vous êtes quelques centimes moins cher que votre concurrent. S'il vient chez vous, ça peut être aussi parce que vous avez une bonne qualité de service, parce que vous êtes sympa, parce qu'il peut y avoir plein d'éléments qui vont faire que le client va venir chez vous et c'est aussi là-dessus que vous pouvez jouer. Dans tous les cas, c'est important, comme, avant de vous lancer, de faire une étude de marché, de regarder comment se comportent les concurrents aussi. C'est vrai que si vous voyez que votre concurrent, augmente pas du tout ses prix et que vous avez besoin de les augmenter, à ce moment-là, ça veut dire qu'il va falloir jouer sur une autre gamme de produits. À l'inverse, si vous voyez que votre concurrent augmente énormément ses prix, enfin vos concurrents, et que vous avez pas besoin de les augmenter autant, bah, à ce moment-là, c'est intéressant pour vous. Autre question avant de passer à la partie suivante de Bertrand, si je dis pas de bêtises et de Joël, enfin plus une remarque qu'une question que je trouvais intéressante, c'est que sur certaines activités, plutôt des prestations libérales, parce que là c'était du coaching, on a moins de clients parce que ce sont des personnes qui, bah, vont préférer, réduire leurs dépenses ou plutôt les consacrer à des dépenses, de première nécessité, d'utilité, donc moins sur du service, annexe. Mmh. Bah, c'est moins, lié à les mécanismes d'inflation et peut-être la solution là, c'est de recibler, d'aller chercher une nouvelle cible, c'est-à-dire la cible qui est prête à payer pour cette prestation-là. Mais c'est vrai Clairement, que ouais. ça pose vraiment une question de, bah, quelle est ma clientèle et est-ce que c'est la bonne clientèle? Clairement. C'est vrai que là, ça va être ou alors un problème de cible, enfin, de quelle clientèle vous ciblez, qui va être, importante. Si ça se trouve, en effet, si votre clientèle n'a pas les moyens de payer votre offre, c'est qu'il y a un problème dans votre proposition de valeur. C'est qu'elle est pas adaptée à la bonne, cible. Après, ça peut aussi être parce que votre clientèle a l'impression que votre, prestation de service devient secondaire par rapport à plein d'activités et à ce moment-là, c'est aussi peut-être à vous de faire la démonstration qu'en fait, passer par vos services, ça permet d'avoir à moyen terme un gain important pour le client, que ce soit dans la gestion du temps, que ce soit enfin, je ne sais pas exactement quelles prestations de services, sont effectuées, mais, remettre en valeur aussi, enfin, repositionner ce que vous proposez et redonner de la valeur à ce que vous proposez pour le client. Ça peut aussi jouer. Mais c'est vrai qu'en général, ça peut être si jamais vraiment vous êtes face à des publics qui n'ont plus les moyens d'acheter, ça va valoir la peine de ou alors recentrer son offre, ou alors diminuer le «la prestation» entre guillemets, c'est-à-dire la faire ou moins longue pour pouvoir faire plus de clients ou voilà, enfin,
mais il y a des mécanismes, c'est revoir son offre en tout cas à mon avis et sa cible. Voilà, hop. Il y avait d'autres questions, Simon? Non, je pense que tu peux continuer. Ça marche, OK. Parfait. Merci Simon et merci à vous pour vos questions. Hop, alors, maintenant la question, désolé, je passe un peu vite. La question suivante, enfin le la partie suivante, ça va être comment est-ce qu'on peut gérer ses approvisionnements? Donc là, encore une fois, on va rentrer dans une partie qui est un peu plus dédiée un peu moins dédiée aux prestations de services, quoique, mais qui peut, enfin, c'est encore une fois, c'est des mécanismes qui sont intéressants pour surveiller le fonctionnement de son activité, qui peuvent, avoir un impact. Et c'est là on va voir, et notamment, on va avoir quand même des solutions d'anticipation de l'inflation de cette partie-là, donc ça peut vous aider dans certains cas. Alors, donc déjà l'approvisionnement, ça, enfin l'inflation, comme on l'a vu, ça peut être ou alors parce qu'il y a il y a une demande qui explose sur certains marchés, ou alors une baisse de l'offre sur certains marchés qui fait qu'on peut se retrouver dans des difficultés de s'approvisionner. Hop. Difficulté de et donc il y a difficulté de gérer son stock, et donc si on n'a pas de stock, on ne peut pas vendre, en fait. Pareil, il peut y avoir un autre élément qui peut entrer en compte, c'est une forte variation des prix. Comme on l'a dit, ça peut augmenter très rapidement ou, de manière très inégale. Ah, j'ai l'impression que j'ai plus trop de réseau. OK. Très inégale, et donc ça peut vous donner des difficultés pour gérer vos prix, et donc ça, difficulté pour fixer ses prix de vente, et donc ça donne l'impression aux clients que ça fluctue tout le temps, et voilà, et vous-même, j'imagine, quand vous allez au supermarché, que vous voyez que, vous y allez le jeudi, ça coûte un prix, vous allez le lundi suivant, les prix ont augmenté de 50 centimes, bah, vous dites que, quand ça fait ça régulièrement, on peut se sentir un peu lésé par rapport à la politique de prix de donc là, on va voir ce qu'on peut mettre en place pour éviter de se retrouver dans cette situation. Alors hop, donc la première solution que vous pouvez, mettre en place, c'est sécuriser vos approvisionnements. Donc comment est-ce qu'on peut sécuriser son approvisionnement? Bah, la première chose à faire, ça va être de créer une base de données de fournisseurs. Ça veut dire qu'avant de vous lancer, normalement, on fait une étude de marché, c'est-à-dire qu'on va repérer chez qui on peut se fournir en termes en matières premières, combien ça coûte, quelles sont les conditions d'achat, quelles sont les conditions de livraison, et bah, ça, c'est des choses qu'en réalité, heu, inflation ou pas, je vois que j'ai pas beaucoup de réseau, donc si jamais vous m'entendez plus, n'hésitez pas à me dire dans le chat. Hem, donc ça, c'est des éléments qui, en réalité, qui peuvent être intéressants, enfin, qui sont importants à faire même quand il n'y a pas d'inflation. Régulièrement dans votre activité, faire une, veille des fournisseurs que vous allez pouvoir, contacter, que vous allez pouvoir trouver, les prix qu'ils proposent, les délais de livraison, mais rien à l'écran. Ah, vous voyez pas mon écran? Bah, de toute façon, l'écran, c'est juste un résumé de ce que je dis, c'est imagé, donc c'est pas, ah ouais, donc OK, après ça, si jamais, il y en a qui ne voient pas sur l'écran, essayez peut-être de rafraîchir la page, ça peut marcher. OK, c'est bon. A priori, ça a l'air d'être bon pour la majorité des gens. Donc ça vous permet d'avoir une base de données de fournisseurs, et donc de faire des et donc construire un dossier fournisseur, avoir la liste des fournisseurs présents. Ça vous permet de faire des veilles régulièrement, de voir si les prix, augmentent chez tous les fournisseurs, de voir s'il y a des conditions qui varient, s'il y a des offres promotionnelles même qui peuvent exister, et surtout, ça peut vous permettre, le jour où votre fournisseur tombe en panne, enfin tombe en rupture de stock ou fait faillite ou peu importe, bah, de pas avoir trop de mal à, à en retrouver un. Sachant que même au lieu de, enfin, quand je dis faire de la veille auprès de fournisseurs, c'est pas forcément aller sur leur site internet ou autre. Vous pouvez même les appeler pour prendre des nouvelles, éventuellement les rencontrer, faire un, voilà, enfin ça prend un peu de temps, mais ça mange pas de pain, et ça vous permet aussi de vous tenir au courant de comment eux perçoivent les évolutions à venir du marché. Ah génial, alors donc ça vous permet de vous tenir au courant de comment eux sentent le marché, de comment est-ce que, ça va vous donner des indications sur les éléments à venir par la suite. Donc comme je dis, ça vous permet de rester informé des opportunités et de faire une veille régulière. Donc ça, c'est un élément qui va être hyper important. Heu, après ça, en effet, ce qu'on va voir, je vois qu'il y a une question dans le chat, mais c'est un peu ce qu'on va voir par la suite. Il y a une autre solution, alors celle-là, elle est un peu à prendre avec des pincettes, c'est augmenter ses stocks. Pourquoi augmenter ses stocks? Parce que quand on augmente ses stocks,
Tac, tac. Parce que quand on augmente ses stocks, ça vous permet, heu, enfin, ça vous permet d'être moins sensible par rapport à l'évolution. Donc ça, enfin, pardon, je vais vous dire pourquoi après. Donc ça, il y a plusieurs manières d'augmenter ses stocks. Vous pouvez ou moins un stockage supplémentaire, ça prend un peu d'argent, donc ça vous demande un calcul pour être sûr que ça va être intéressant. Ça peut, on peut aussi éventuellement précommander auprès du fournisseur, c'est-à-dire on lui dit: «Voilà, je vous achète, tel volume de stock, est-ce qu'il y a une partie que vous pourrez me livrer dans 3 mois?» par exemple, ça vous évite d'avoir le stocké vous-même, mais ça peut avoir d'autres inconvénients sur lesquels on va revenir après. Et vous pouvez aussi également, pour réduire l'inflation, limiter la durée, je pense notamment dans le bâtiment ou quand vous faites des travaux, limiter la durée de vie de vos devis. C'est-à-dire qu'en effet, si vous faites un devis qui est valable 6 mois, bah, il y a des chances que les prix aient augmenté entre-temps. Entre le moment où vous allez délivrer le devis et le moment où vous allez, réaliser les travaux. Donc là, vous allez avoir un manque à gagner. En revanche, si vous faites un devis qui est valable 1 mois ou 3 mois, mécaniquement, les prix vont moins augmenter et vous serez, toujours bon. Alors ça demande d'inclure des clauses dans les devis, mais ça c'est un peu technique et un peu, compliqué à mettre en œuvre. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la gestion de votre stock et de vos devis, ça c'est des stratégies qui doivent être travaillées. Vous ne pouvez pas vous dire juste: «Ah, j'ai une opportunité, je vais augmenter mes stocks» et acheter énormément de produits sans être sûr de les vendre et acheter n'importe quoi. Ou louer un nouvel espace sans avoir fait un espèce de calcul de rentabilité. Parce que ça, certes, ça peut vous permettre, d'être moins sensible à l'évolution des prix. Forcément, si vous avez plus de stocks, même si les prix augmentent le temps que vous vendiez vos stocks, bah, vous n'êtes pas obligé d'augmenter au fur et à mesure. Vous, ça vous permet d'être moins vulnérable à l'augmentation sensible à l'augmentation des prix. Ça vous permet également de négocier, éventuellement des tarifs, des remises, parce que des économies d'échelle. Si le fournisseur vous vend beaucoup plus de stock, il peut c'est enfin, vous pouvez négocier avec lui de payer moins cher l'unité, par exemple. Ou en tout cas négocier des délais de paiement. C'est des choses qui sont faisables. En revanche, ça veut dire que ça peut avoir des risques, ça peut mobiliser pas mal de trésorerie. En effet, si vous louez un espace supplémentaire pour stocker, bah, mécaniquement, ça veut dire que vous devez payer un loyer tous les mois, donc il faut l'anticiper, il faut que votre trésorerie puisse l'encaisser. Pareil, ça va vous demander de sortir plus d'argent pour le stock. Heu, Là, pour le coup, je vois que c'est de la spécula vous parlez de spéculation et tout dans le chat. Pas forcément, c'est juste de l'anticipation. Vous êtes obligé de vous adapter à ça. L'idée, c'est pas de au contraire, c'est même vous faites pas vous stockez pas en espérant créer de la pénurie. De toute façon, à vos échelles, on va pas se mentir, c'est pas vous qui allez créer une pénurie et qui allez faire monter les prix en augmentant un peu votre stock. Vous, ça vous permet juste de stabiliser vos prix et au moins ça vous évite d'avoir augmenté en permanence vos prix. Ça vous permet d'être plus compétitif ou autre. Ta ta et voilà et surtout, faire une précommande auprès d'un fournisseur. Donc si vous lui demandez de prépayer du stock, ça vous allez le payer un prix à l'instant T, qui va peut-être augmenter par la suite. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que si le fournisseur fait faillite ou si jamais vous n'avez pas confiance en votre fournisseur ou qu'il est un peu enfin, ou qu'il est pas très honnête et qu'il refuse de vous livrer le stock en venu, vous aurez besoin plainte, saisir le médiateur de la République. S'il ne veut pas vous payer votre stock, vous n'aurez pas les moyens de faire quelque chose contre lui, donc ça vous met en situation de vulnérabilité par rapport à votre, fournisseur. C'est pour ça que je vous dis que tout ça, c'est des pistes de travail. Maintenant, ça va l'objet d'une stratégie définie. Faut pas que vous le fassiez d'une manière, aléatoire, compulsive. Faut que vous posez une trésorerie, voir si vous enfin, par exemple, même faire attention aux dates de péremption, voir quels sont les produits que vous vendez le plus. Ça, c'est des éléments qui sont importants et ça, vous pouvez vous faire aider, notamment si vous êtes client Aldi, les clients, enfin, vous pouvez les conseillers Aldi. Tac, 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 tac. Voilà. Ensuite, tac, tac, tac. OK. Désolé, je vais ralentir un peu le rythme. OK. Est-ce que c'est clair pour vous cette partie-là? Ça a été un peu peut-être, technique? Peut-être prendre un petit temps de questions-réponses? Oui, c'est clair, OK. Est-ce que ça vous paraît, pertinent comme conseil toujours? Est-ce qu'il y a des choses qui vous questionnent ou autre? Est-ce que vous voyez comment faire? Est-ce qu'il y a des, OK, trop bien. Bah, je suis content que ça vous plaise. Heu, J'en profite un peu, le temps de lire vos réactions pour, rendre hommage aux personnes qui m'ont aidé à faire ce PowerPoint, qui sont 2 experts comptables bénévoles de l'ADI.
et c'est pour ça que si vous êtes n'hésitez pas à vous faire accompagner par, les bénévoles et les clients et les, conseillers ADI qui sont aussi là pour, s'assurer que ça se passe bien pour vous et que ça fonctionne bien. Tac, 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 tac. OK, très clair. OK, hop, alors, on va doucement passer à la suite. Donc une troisième partie, ça va être de voir, comment est-ce qu'on peut enfin d'autres pistes pour gagner en compétitivité par rapport à la concurrence et comment est-ce qu'on peut, entre guillemets, réussir à, feinter le système, enfin feinter le système, je vais dire, mais feinter ses concurrents et éviter et feinter l'inflation. Alors déjà, il va y avoir plusieurs à faire. Faut déjà faire des veilles régulièrement pour savoir quelles sont les aides publiques auxquelles vous avez le droit. Savoir, par exemple, qu'il y a un certain nombre, d'aides qui ont été mises en place par l'État qui peuvent aider les entreprises. Notamment, vous avez le bouclier tarifaire. Si vous êtes une toute petite entreprise, vous pouvez facilement enfin, il y a l'augmentation du prix du gaz qui est plafonné à 15. En gros, ça marche que pour les toutes petites entreprises. Il faut avoir un petit compteur électrique. Ça, en fonction de votre entreprise, je vous laisserai faire une capture d'écran de la dernière slide que je vous présenterai après, sur lequel vous allez avoir toutes les infos et tout, enfin, et toutes les ressources. Vous pourrez vous renseigner en fonction de votre entreprise et de si vous avez un local, vous pouvez éventuellement écrire faire une attestation à votre fournisseur d'énergie pour, pour être sûr de enfin, pour qu'il fasse pour qu'il limite l'augmentation enfin, pour qu'il vous fasse bénéficier du bouclier tarifaire. Si vous êtes en micro-entreprise, que vous travaillez depuis chez vous, a priori, vous d'office comptez comme, enfin, dedans, et vous n'avez pas besoin de déclaration à faire. Sachant que ce qu'on considère comme une toute petite entreprise, c'est une entreprise qui fait moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui a moins de 10 salariés. Donc a priori, ça peut concerner une bonne partie d'entre vous qui peuvent bénéficier de cet élément-là. L'élément à vérifier, si vous avez un compteur. Ah oui. Alors, ce que je disais, c'est que si vous êtes micro-entreprise, que vous travaillez depuis chez vous, a priori, vous avez la facture d'électricité va passer comme si c'était vous, en tant que personne, qui dépensiez, et les particuliers sont compris dans le bouclier tarifaire, sont protégés par le bouclier tarifaire. Le gouvernement a étendu le bouclier tarifaire aux toutes petites entreprises. Donc si vous êtes une toute petite entreprise, moins de 2 millions de chiffres, OK, donc ça coupe. OK, je reprends l'explication. Hop, OK, je vais reprendre l'explication, hop. Je vais peut-être couper temporairement le micro, enfin la caméra. Je coupe temporairement la caméra pour que vous m'entendiez mieux. En gros, alors vous avez le bouclier tarifaire. Le bouclier tarifaire, c'est une limitation de la hausse du prix du gaz et de l'électricité de 15. C'est-à-dire que les prix du gaz et de l'électricité ne peuvent pas augmenter de plus de 15 par rapport à l'année précédente. Ce bouclier tarifaire, il est destiné aux particuliers avant tout, mais il a été étendu aux petites entreprises, aux TPE, donc les entreprises de moins de 10 salariés et de moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc a priori, ça devrait être une bonne partie d'entre vous. Et il faut avoir un compteur électrique d'une puissance inférieure à 36 kilowatts. Donc ça, il faudra vérifier sur votre compteur électrique. La norme du compteur électrique n'est valable que si vous avez un local au nom de votre entreprise. Si vous travaillez depuis chez vous, évidemment, vos dépenses d'énergie passent sur vos dépenses personnelles. Enfin, c'est comme si c'était vous qui les dépensiez en tant que personne, mais vous n'avez pas de déclaration à faire. En revanche, si vous avez un local et que vous correspondez à ces critères-là, je vous ai mis un site à la fin du PowerPoint qui vous renvoie vers une attestation que vous devez envoyer à votre fournisseur d'énergie pour bénéficier de ce bouclier tarifaire. Est-ce que c'est plus clair? C'est marrant parce que dès l'instant où on arrive, un peu sur les aides de l'État et les trucs un peu publics, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué à expliquer que les phénomènes sur lesquels vous avez une prise directe. Parce que c'est toujours très compliqué à comprendre ce qu'ils veulent faire. Ensuite, vous avez l'indemnité carburant. L'indemnité carburant, c'est
Là, vous alors, à l'origine, vous aviez jusqu'à aujourd'hui pour, mmh, rassurez-vous, ça a été étendu, maintenant c'est jusqu'au 31 mars. Heu, Pareil, le site internet de l'indemnité carburant, je vous laisserai faire une capture d'écran à la fin, du PowerPoint. Il y a le site qui vous faire ça. C'est le site des impôts en effet et normalement quand vous tapez, indemnité carburant, vous tombez très facilement sur le site, à faire, enfin sur le site en question. Pareil, si vous êtes client ADI, les conseillers ADI normalement ont des tutoriels pour vous aider à faire ces demandes. Hem, Ce qui va être intéressant surtout, c'est une, aide de 100 € qui se fait assez rapidement et qui peut concerner très facilement tout le monde. Dans le sens où il suffit que vous utilisiez un véhicule pour faire le trajet entre chez vous et votre domicile, même si c'est jamais enfin ou que vous utilisez quotidiennement dans le cadre de votre activité, même si la voiture n'est pas directement à vous. C'est-à-dire que si jamais la voiture est à votre femme, à votre oncle, à votre conjoint, à votre mère, à vos parents, ça fonctionne. C'est juste une prime carburant par véhicule et par foyer. C'est-à-dire que si jamais vous avez 2 voitures à vous, ça ne fonctionne pas. Enfin, vous pouvez faire la demande qu'une seule fois. Si jamais vous êtes 2 à utiliser la même voiture, vous pourrez faire la demande qu'une seule fois aussi. Voilà, c'est juste ce qu'il faut savoir. Cette demande, elle se fait de manière très facile, c'est une prime de 100 € et que vous touchez, je crois, assez rapidement après. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que malgré ces aides-là pardon, oui, non, enfin, entre chez nous et votre domicile, en effet, j'ai peut-être, ma langue est un peu fourchée. Entre chez vous et votre lieu de travail. Donc ça peut être chez vous, chez vos clients, chez vos fournisseurs, peu importe. L'idée, c'est que vous utilisiez la voiture quotidiennement au travail et merci de me reprendre et mais ce qu'il faut dire, c'est que malgré tout, un chèque de 100 € pour utiliser le véhicule toute l'année ou, une augmentation de gaz, de d'électricité de 15, ça reste énorme en fait. Les 100 € c'est pas énorme pour toute l'année. Une augmentation de 15 de l'énergie, ça reste beaucoup. Sur vos marges commerciales, ça va être assez important. Donc vous allez pouvoir mettre en place d'autres mécanismes qui vont pouvoir vous aider à rester compétitif. Le premier, c'est comme on l'a dit pour la finance au début, ça va être de suivre votre consommation d'énergie. Aujourd'hui, on peut avoir les consommations d'énergie quasiment en temps réel, à la semaine ou au mois et ça, et même heure par heure maintenant, je crois et ça va vous permettre, par exemple, de voir si quand vous avez un local, de voir est-ce que vous consommez beaucoup la nuit pendant que vous êtes pas là et comment faire pour, diminuer. Pareil, vous allez pouvoir repérer les pics de consommation d'énergie que vous allez avoir et voir ce que vous allez pouvoir mettre en place pour compenser ces éléments-là. La mesure et la suivi de son activité, c'est quelque chose qui est nécessaire pour pouvoir compenser l'augmentation des prix et l'augmentation de l'énergie. Heu, Ensuite pareil, il y a un programme EcoPro qui est gratuit. Vous avez le lien dans la dernière slide sur lequel vous pourrez faire un capture d'écran, qui vous forme aux économies d'énergie. C'est gratuit, ça rentre dans le cadre des compensations carbone des fournisseurs d'énergie. On vous donne des tips et comment est-ce que vous allez des bons réflexes pour économiser de l'énergie à titre professionnel et valable dans la sphère personnelle. Donc c'est des choses que vous allez pouvoir mettre en place pour limiter votre consommation d'énergie. Et ça, c'est relativement important parce que comme on l'entend en ce moment aux informations et partout, le prix du gaz et de l'électricité va faire qu'augmenter pendant les années à venir. Pareil, vous pouvez retrouver les fiches éco-gestes sur adi.org. Donc là, ça va être comment est-ce que vous allez pouvoir économiser, de l'essence en conduisant de manière un peu différente. Comment est-ce que vous allez pouvoir, limiter la consommation de matières premières, tout ça, enfin bref. Ça va vous permettre de faire des économies. Ce qu'il faut dire, c'est que contrairement à ce qu'on pense, souvent, l'écologie, quand c'est fait de manière raisonnée, c'est-à-dire quand on réfléchit stratégiquement et qu'on ne subit pas la réglementation et tout, ça vous permet de faire des économies d'énergie et des économies financières. Enfin, vous allez avoir d'autres manières de fonctionner. C'est, modifier son comportement, le fonctionnement de votre entreprise. Par exemple, si vous êtes en zone urbaine, vous pouvez utiliser le vélo cargo, par exemple. C'est pas possible dans tous les cas, mais souvent ça peut être possible et ça vous permet, par exemple, si vous utilisez un
avant un Kangoo pour aller chercher votre stock chez vos fournisseurs. Là, un vélo cargo, ça vous permet d'être presque plus rapide en réalité, parce que vous n'avez pas les bouchons, donc gain de productivité, et de faire des gains assez importants en termes d'assurance, d'essence et de transport. Pareil, vous avez la location longue durée. Ça, c'est par exemple, au lieu d'acheter son véhicule, vous pouvez louer des véhicules sur la longue durée qui sont beaucoup moins gourmands d'énergie, voire électriques et donc un peu moins chers. De tac, tac, tac. Enfin et puis même surtout, ça peut être aussi, rationaliser ces transports. Plutôt que si jamais vous réfléchissez à l'augmentation de votre stock, par exemple, ça veut dire qu'au lieu d'aller chez votre fournisseur 2 fois par semaine ou, 1 fois par semaine, vous allez pouvoir y aller 1 fois toutes les 2 semaines ou 1 fois par semaine. Enfin, c'est des choses qu'on peut facilement mettre en place, qui doivent être réfléchies. Bon, encore une fois, il faut éviter la surproduction, enfin d'acheter trop de stocks, sinon vous vous retrouvez avec, des invendus et ça vous a coûté de l'argent et l'opération est ratée. Mais réfléchir à la stratégie, c'est compliqué, enfin, c'est assez important. Et en effet, les transports sur Paris augmentent, enfin, le métro a fonctionné alors que la qualité de service fait que diminuer. Donc voilà, le vélo cargo, on va faire un petit focus dessus après. Ça peut être une superbe opportunité en réalité, quand on a la possibilité de le faire, parce que c'est pas toujours le cas. Mais aujourd'hui avec les vélos, souvent ils peuvent avoir une assistance électrique, donc finalement c'est même pas si compliqué. Enfin, on peut faire des longs trajets sans forcément trop se fatiguer. Mais voilà, encore une fois, il faut que ce soit possible. Pareil, les autres ressorts, si on n'est pas en zone urbaine ou qu'on peut pas faire de vélo cargo, c'est parfois se renseigner aussi, c'est s'il n'y a pas des entreprises avec qui on peut monter des espèces de petits partenariats pour aller ensemble chez le fournisseur, si on se fournit au même endroit, faire des commandes groupées, essayer de trouver des synergies avec des partenaires, enfin, même parfois parce que quand on dit concurrent, parfois on voit énormément le côté opposition, mais vous pouvez aussi trouver des concurrents avec lesquels vous collaborez. Et vous vendez pas forcément à la même gamme de personnes, vous vous arrangez pour vous différencier un peu et hem et vous pardon et vous pouvez faire des achats groupés où il y en a un, chacun votre tour, vous allez chez le fournisseur pour, apporter enfin pour les 2 entreprises, voilà, ça peut fonctionner. Enfin, toujours est-il que c'est juste des pistes de réflexion, il y en a plein d'autres. Ça vaut la peine d'y réfléchir, de se pencher dessus et de voir surtout, de mesurer ce qui vous coûte de l'argent, de faire attention à ce qui vous coûte le plus d'argent pour voir comment est-ce que vous pouvez le réduire. Le vélo, c'est rigolo, mais c'est aussi plus dangereux. Alors, c'est plus dangereux, oui et non. C'est-à-dire que, on est plus vulnérable en vélo. Ça demande de faire un peu plus attention. Après, c'est un débat, on va pas s'étendre dessus. Mais, si on fait attention et enfin, même si le danger peut venir des autres utilisateurs, un vélo cargo, déjà, on est quand même beaucoup plus visible. Donc les gens on se fait moins bousculer enfin, de manière un peu, enfin, de manière, fortuite. Après, ça permet d'éviter de se faire voler le vélo aussi. Hop, tac, tac. Oh pardon. Hop, j'ai fait une faute manip. Voilà. Le covoiturage, c'est des manières de transport. Il y a plein de solutions. Tout ça va être de tester, de mesurer, de comptabiliser ce qui vous coûte de l'argent et ce qui vous en coûte moins. Vous avez bien compris que le but, c'est de vous expliquer que c'est difficile parfois d'aller chercher les bonnes infos, de bien les trouver, donc on essaye de vous donner les infos et les liens utiles. Mais pour ça, il faut aussi se faire accompagner parce que vous avez chacun votre cas particulier, votre métier, précis, voilà, des situations, des réalités qui peuvent être différentes. Donc pour ça, il faut aller pousser la bonne porte, pas hésiter à poser les questions et donc, vous allez chercher les informations sur ces liens-là, sur adi.org. Tout ça, c'est gratuit, hein, je vous redis les fiches pratiques. Il y a aussi un outil pour, chiffrer, vos investissements, les charges, régulières, donc les besoins en trésorerie pour cela aussi, un petit peu calculer tout ça et puis, venez nous voir, appelez-nous, pour ça. Est-ce que c'est bon pour toi, Auguste? Hop, c'est bon pour moi. Juste, On vous va rappeler aussi que si clôturer. jamais vous Ouais. rencontrez des difficultés financières pour acheter du stock ou, parce que les prix, enfin, vous avez mal anticipé l'inflation et tout, les offres financières de l'ADI aussi sont disponibles pour vous et n'hésitez pas à nous solliciter. On est là pour vous aider et une fois que vous êtes, client ADI, vous avez accès à pas mal d'accompagnements, qui vous sont là pour vraiment vous aider à booster votre activité. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez besoin.
Alors pour les liens, c'est ce que vous avez là, ah oui, alors par contre c'est des c'est des liens directs. Moi je vais vous renvoyer si vous voulez ces liens-là. Sandrine, j'ai bien vu votre message aussi que vous avez envoyé au début de la webconférence. Je vous invite à écrire à l'adresse, que vous avez pour l'inscription sur la webconférence. C'est mon adresse directement, donc je pourrais vous répondre. C'est une question un petit peu parallèle. Donc, je pourrais vous répondre à propos des dépenses, des frais réels et puis de ce qui concerne le perso et le pro. Voilà. Merci, à vous d'avoir suivi. C'était pas facile aujourd'hui techniquement, je suis désolé, c'est pas toujours comme ça. Mais en tout cas, merci à Auguste d'avoir, assuré, la présentation. Je vous le redis, le but, c'est aussi que vous puissiez aller chercher, enfin, trouver les bonnes informations. Donc là, on vous donne, les liens utiles, les informations utiles. Venez nous voir pour, vos questions un petit peu plus précises sur votre activité et puis on se revoit, tous les mardis après-midi pour les prochaines conférences. Le programme est déjà prêt pour les, 5-6 prochaines semaines avec plein de sujets, variés sur la vente en ligne, sur, la réorientation professionnelle, sur l'assurance, voilà, plein de choses qui peuvent vous concerner. Je vous remets le lien de la chaîne YouTube ici, voilà, de l'ADI où vous avez, tous les replays aussi, donc vous pouvez trouver, les autres sujets qui peuvent être intéressants, et puis donc tous les autres informations sur adi.org. Voilà, merci encore à tout le monde. Bon après-midi. Bon après-midi, au revoir, à bientôt.